Bonjour à tous, je suis le docteur Daniel Allo, cardiopédiatre à Paris. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette session avec ma collègue du CHU de Nantes, le docteur Varin Fraisse. Cette session est consacrée à l'activité physique dans les cardiopathies congénitales. Nous allons découvrir ce sujet à travers de 4 présentations. Une première qui va se consacrer aux généralités sur les bénéfices du sport. Une deuxième qui va parler des risques du sport avec une cardiopathie congénitale. Puis on va aborder le bilan qu'il faut effectuer avant de pouvoir autoriser la compétition. Et on va terminer sur le réentraînement au sport. Je pense que ce sujet est d'autant plus important que la sédentarité en population générale est en train d'augmenter de plus en plus. Et je ne sais pas si vous avez vu cette étude récente de l'ANSES qui nous montre que 49% des adolescents entre 11 à 17 ans font plus que 4h30 d'écran par jour et ont moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Et avec le confinement de l'année dernière, cette situation, à mon avis, s'est encore aggravée avec l'annulation des activités extrascolaires et également avec tous les cours qui étaient dispensés à distance. Nous allons donc commencer cette session avec la présentation du docteur Pascal Amédreau, chef des services au CHU de Montpellier, qui va nous parler des bénéfices de l'activité physique. Pascal est un grand expert dans le domaine et il se consacre depuis une dizaine d'années à la qualité de vie et aussi à la promotion du sport. Bonjour, Pascal Amédreau. Je suis ravi de pouvoir présenter un sujet qui m'est cher, les bénéfices de l'activité physique chez les patients avec cardiopathie congénitale. Voici ici mes conflits d'intérêts avec l'industrie. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, l'activité physique est définie par les mouvements du corps produits par les muscles squelettiques et qui vont engendrer une dépense énergétique. Dans les recommandations concernant les jeunes de l'OMS sur l'activité physique, il est nécessaire d'effectuer plus d'1 heure par jour d'activité modérée à vigoureuse, ce qui représente à peu près 40 à 85% de la VO2 max. Dans la littérature, peu de sujets ont abordé vraiment cette thématique, en particulier en faisant porter des actimètres aux jeunes patients, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines études disent que les patients ont autant d'activité physique, d'autres moins que la population générale. Ce que l'on sait, c'est que ça baisse à l'adolescence, surtout chez les jeunes filles, et qu'actuellement, c'est en train de devenir un facteur de risque cardiovasculaire majeur dans notre population, avec ce que l'on sait, qui est que l'enfant inactif va avoir 3 fois plus de risques de devenir un adulte sédentaire plus tard. En ce qui concerne l'adulte avec une cardiopathie congénitale, les recommandations, c'est 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes par semaine d'activité vigoureuse. Et dans l'étude Approach récente, seulement 30% des adultes avec cardiopathie congénitale respectent ces recommandations. C'est plus marqué chez les femmes dans les cardiopathies complexes, avec un niveau d'éducation bas, ou chez les patients au chômage. Et ce haut niveau de morbidité cardiovasculaire qui en découle est également important dans les cardiopathies congénitales non complexes, comme montré dans l'étude de Saar récemment dans Circulation. Pourtant, les bénéfices de l'activité physique sont majeurs, ils sont présents dans la population générale et donc a fortiori encore plus dans notre population congénitale. On sait que si cette activité physique démarre dès l'enfance et qu'elle est maintenue après l'adolescence, il y a plus de chances qu'elle se maintienne plus tard et que ces bénéfices apparaissent en termes de réduction du risque de diabète, de maladies cardiovasculaires acquises, d'obésité, de cancer, d'anxiété, de dépression, avec une amélioration de l'activité physique sur la densité minérale osseuse, la capacité à l'effort, la masse musculaire, la fonction endothéliale et la qualité du sommeil. On sait également que l'activité physique améliore la qualité de vie, que ce soit dans sa dimension physique pure par la VO2 max, l'aptitude physique aérobie, mais également dans sa santé mentale. Alors pourquoi cette activité physique basse? C'est finalement lié à une capacité aérobie basse, à des anomalies de fonction musculaire, à une anomalie du concept de soi et du sentiment d'auto-efficacité, d'une surprotection parentale, des restrictions qui peuvent venir des cardiologues et puis aussi d'une anomalie de la santé mentale, en particulier la dépression, puisque dans le cercle vicieux du déconditionnement, on commence par la dyspnée et puis on termine malheureusement par la dépression. Cette étude intéressante, publiée récemment, montre ce qui agit plutôt comme une promotion de l'activité physique et puis les barrières. Et donc, cette étude a classé en 4 groupes sur une étude qualitative ces phénomènes, que ce soit l'encouragement, donc par exemple par la famille, par l'école, par l'entourage proche, le niveau d'énergie, donc le niveau aérobie, le tonus musculaire, l'éventualité de problèmes d'articulation ou pas, l'approche qu'on a par rapport à l'activité physique. Certains patients vont parler de shoot d'endorphine, d'autres de distraction, et puis l'environnement, le temps, le climat qui vont agir par exemple sur l'activité physique.
Donc le rôle du cardiologue congénitaliste est majeur puisqu'il doit être capable théoriquement de prescrire cette activité physique. C'est pas facile, on a plutôt tendance dans notre métier à signer des certificats de contre-indication au sport et faire une véritable éducation dans un cadre de promotion de l'activité physique. Ça nécessite de définir le type d'exercice, aérobie, résistance, flexibilité, mobilité, la durée et la fréquence de cet exercice, le type d'exercice qu'on veut délivrer, puisque entre l'activité physique en famille, le séjour au ski à l'école, l'activité en club, en compétition ou pas, et puis également le lien qu'on peut avoir avec des programmes de réhabilitation cardiaque, on va évidemment pas du tout s'inscrire dans une même prescription, d'autant qu'avec le Covid, vous savez que maintenant on peut même prescrire des modes d'activité physique un peu modernes, connectés, digitaux, et que c'est peut-être l'avenir, je ne sais pas. Donc actuellement, dans une consultation de cardiologie congénitale, on peut considérer quand même qu'on a encore un peu de travail à faire. Et je vous incite à lire cet article récemment publié avec une checklist sur comment arriver, quand on est un cardiologue congénitaliste, à prescrire cette activité physique chez des jeunes patients avec une cardiopathie congénitale pour essayer de se rapprocher au mieux des recommandations de l'OMS. Et donc, en conclusion, oui, les bénéfices de l'activité physique sont évidents, sont connus de tous. On est en train de passer dans une ère de la promotion de l'activité physique qui va supplanter le principe de précaution qui a longtemps été la règle dans notre spécialité. C'est vraiment un enjeu de santé publique, c'est déjà un enjeu de santé publique majeur chez l'adulte. Et cette promotion, elle doit démarrer dès l'enfant par probablement des nouvelles méthodes d'éducation thérapeutique, peut-être se faire aider par des professionnels de santé qui, eux, sont bien formés à la promotion de l'activité physique, par exemple les professeurs d'activité physique adaptée ou les infirmiers en pratique avancée. Peut-être qu'il faut utiliser une approche holistique avec de l'éducation du patient et de son entourage, avec une bonne connaissance des programmes d'entraînement à l'exercice, et puis aussi un lien important que je souhaite faire avec la santé mentale. C'est vraiment l'esprit sain dans un corps sain, un programme de recherche qu'on va lancer avec Johanna Calderon prochainement, et même si c'est intuitif de se dire que lorsqu'on va bien au niveau de sa santé mentale, on va bien au niveau de sa santé physique et dans les deux sens, probablement qu'il y a du travail à faire dans notre spécialité pour agir sur les deux aspects. L'éducation du praticien fait partie aussi probablement du travail que l'on doit faire prochainement. Et puis aujourd'hui, il faut s'inspirer des modèles que nos jeunes regardent avec attention, comme Shaun White, qui est ce fameux champion olympique, médaillé d'or de halfpipe aux derniers Jeux olympiques d'hiver et qui a été opéré d'une tétralogie de Fallot. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pascal pour cette très belle présentation qui nous encourage tous, je pense, de faire du sport et pour essayer d'encourager également nos patients à en faire plus. Quand j'ai écouté ta conclusion, la première chose qui m'a frappée, c'est ce nouveau concept que tu as évoqué de l'éducation thérapeutique d'un nouveau modèle. Et à mon avis, c'est probablement un des éléments clés du succès d'une telle promotion du sport chez les patients. Je ne suis pas particulièrement au courant de ce genre de programme au niveau national. En Île-de-France, il n'y en a pas. Et comme vous êtes toujours très précurseur à Montpellier, je me suis dit, tu pourras peut-être nous montrer ou expliquer un peu comment ça se passe en pratique chez vous à Montpellier, alors ce genre de programme, en premier lieu. Et en deuxième lieu, quels sont les acteurs que tu penses sont indispensables pour monter un tel programme ? Tu avais mentionné à la fin l'infirmier en pratique avancée, tu avais parlé de coach sportif spécialisé, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doivent être impliquées et est-ce qu'il y a des formations pour des gens qui sont intéressés si jamais dans d'autres centres, on veut lancer ce genre de projet? Merci beaucoup, Daniela, pour cette question. Je pense que c'est vraiment peut-être la question la plus importante si on veut éviter cette espèce de problème de santé publique de la sédentarité dans laquelle on est en train de rentrer à pieds joints, puisque toute la littérature, comme vous le savez, est en train de montrer, de tirer la sonnette d'alarme. Alors nous, c'est une double sonnette d'alarme, puisque non seulement la sédentarité, ça touche la population générale, mais ça touche les congénitaux de plein fouet, puisque les adultes, comme vous le savez, ont une comorbidité cardiovasculaire qui est en train de s'installer, y compris avec des cardiopathies très simples. Donc, il faut s'y prendre tôt. Et dans les programmes d'éducation thérapeutique, il faut s'y prendre chez les enfants, alors que les enfants ont une VO2 qui est encore normale, en fait. Et donc, l'éducation thérapeutique, le but, c'est pas d'améliorer la VO2,
c'est de leur faire comprendre qu'il ne faut pas que cette VO2 elle baisse et qu'ils ne rentrent pas dans le cercle du déconditionnement. C'est pour ça que ce programme d'éducation thérapeutique, nous, on pense qu'il faut l'intégrer dans un programme de réhabilitation cardiaque, mais pas de la réhabilitation cardiaque comme on le ferait dans le post-infarctus ou dans l'assurance cardiaque avancée où on est très malade. C'est de l'éducation thérapeutique préventive vers l'autonomie. Et donc, c'est pour ça que le programme de recherche Cali-Rehab a intégré complètement l'éducation thérapeutique dans la promotion de l'activité physique, mais on peut aussi le faire indépendamment de la réhabilitation. On peut le faire dans des programmes d'éducation autres. Par exemple, la transition, qui est un programme entre l'enfant et l'adulte, vous pouvez tout à fait de la promotion de l'activité physique. Et donc, ça passe par des outils connectés, des outils vidéo, et ça passe par des personnes physiques. Et nous, on pense que le relationnel avec un soignant, ça fait partie de cette promotion. Donc, des professeurs d'activité physique adaptée, pour moi, c'est le personnel de santé paramédicale qui est le plus important. Ce sont des gens qui, chez nous, sont en master STAPS et qui sont ensuite des APA. Et on a l'impression que c'est probablement le personnel de santé le plus important. Sophie Guillemot, on parlera plus dans les détails sur le programme de réhabilitation, mais il y a d'autres professionnels de santé, les kinés, les diététiciens et les infirmiers de pratique avancée. C'est un nouveau métier. Le décret vient juste de passer au gouvernement récemment la pratique avancée peut, dans une consultation de suivi de cardiologie, commencer probablement à stimuler ses enfants sur le message de tu peux faire du sport, tu n'as pas de contre-indication, tu peux évidemment faire la majorité des sports de compétition que tu veux. Pour la grande majorité, évidemment, des cardiopathies congénitales, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il y a des professionnels de santé qui sont probablement pas des cardiologues, mais d'autres personnes qui peuvent nous aider. Merci Pascal pour cette réponse claire. On va donc passer maintenant à la présentation suivante avec Gilles Bosser de Nancy. Quelles activités sportives sont à risque chez le patient avec une cardiopathie congénitale ? Bonjour à toutes et tous. Nous allons donc essayer de voir ensemble quel type d'activité sportive pourrait être considéré comme à risque chez les patients porteurs d'une cardiopathie congénitale. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors finalement, je voudrais d'abord voir avec vous un élément important qui est ce qu'on appelle le paradoxe du sport. En matière de risque à l'exercice, on sait que lorsqu'on fait un exercice intense, il y a toujours un risque de survenue d'un événement cardiaque, voire éventuellement d'une mort subite. On sait que ce risque est d'autant plus faible que l'on est entraîné, et donc il y a toujours intérêt à avoir une activité physique régulière, mais quoi qu'il en soit, on aura toujours un risque de survenue d'un événement cardiaque pour un exercice intense. Alors, est-ce qu'on est capable de prédire le risque pour les cardiopathies congénitales ? Vous allez voir que ce n'est pas forcément si simple et que ça reposera sur une évaluation individuelle. Est-ce qu'on peut avoir des événements cardiaques graves et notamment des morts subites à l'effort dans les cardiopathies congénitales ? Oui, on le sait depuis les publications de Mayron notamment, ou dans cette publication d'une série française de Éloi Marijon il y a un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, on retrouve des cardiopathies congénitales dans les événements cardiaques graves à l'exercice soutenu ou intense. Est-ce que finalement, les événements cardiaques graves comme les morts subites, c'est quelque chose de fréquent dans les cardiopathies congénitales ? Eh bien oui, relativement, puisque lorsqu'on étudie les causes de décès dans les cardiopathies congénitales, ça représente environ 20 à 25% les morts subites. Par contre, c'est relativement rare à l'exercice puisque ces morts subites à l'exercice ne surviendraient que dans 8 à 10% des cas de morts subites pour les cardiopathies congénitales. Alors, comment faire une évaluation individuelle ? Ça repose sur l'analyse de l'activité qu'on souhaite pratiquer et bien sûr sur l'analyse de la cardiopathie elle-même, le type et la sévérité de la cardiopathie. Pour les types de sport, vous savez que les Américains et les Européens ont des classifications un peu différentes. La classification américaine comporte 2 dimensions, l'une statique et l'autre dynamique, en fonction de l'intensité, alors que les Européens préfèrent distinguer des sports d'adresse, des sports d'endurance, des sports de puissance ou bien des activités mixtes. Est-ce qu'on est capable finalement d'identifier des cardiopathies, des activités physiques qui seraient plus à risque ? Oui, on a ce type d'information, pas spécifique des cardiopathies congénitales dans la série d'Éloi Marijon, et on voit que finalement ce sont les activités intenses, ici la course à pied ou le vélo, qui vont provoquer des événements cardiaques graves. Ça dépend aussi évidemment des pratiques qui peuvent différer selon les pays. Je voudrais attirer votre attention sur la composante statique. Elle impose une augmentation de la post-charge, des contraintes ventriculaires. C'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte, en particulier s'il y a une dysfonction du ventricule systémique ou une dilatation aortique significative.
On peut aussi, bien sûr, et on doit prendre en compte l'intensité de l'activité. Voici le type de classification proposée par les Européens au niveau de l'ESC, alors que la classification américaine, finalement, inclut obligatoirement le niveau d'intensité selon les composantes statiques et dynamiques. Voilà une autre façon de l'exprimer en fonction de la VO2, de la fréquence cardiaque ou du ressenti à l'effort. Un des éléments qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que, vous le savez, nos patients avec des cardiopathies congénitales ont le plus souvent une capacité fonctionnelle réduite et évidemment, il faudra connaître leur capacité fonctionnelle par rapport au niveau d'intensité d'exercice souhaité pour voir s'ils peuvent pratiquer cette activité physique ou bien s'ils vont se retrouver en difficulté par rapport à leur capacité fonctionnelle. Il faut aussi prendre en compte les spécificités des activités physiques qui comportent un risque de complications graves en cas de syncope, prendre en compte les activités avec des risques de collision si on a par exemple un traitement anticoagulant, une dilatation aortique ou du matériel d'électrostimulation. Est-ce qu'on peut identifier des cardiopathies congénitales qui seraient plus à risque d'avoir des complications à type de mort subite? Oui, voilà, dans une série allemande, en fonction des différents types de cardiopathie, vous voyez qu'en rouge, on a les morts subites. Eh bien, il y a un certain nombre de cardiopathies pour lesquelles la cause de décès va être plus fréquemment que dans d'autres la survenue d'une mort subite. On avait notamment depuis plusieurs années plusieurs travaux qui se sont intéressés aux facteurs prédictifs de mort subite, en particulier dans la tétralogie de Fallot. Vous savez qu'on a identifié des paramètres de fonction ventriculaire et aussi des critères rythmiques. Il faut avoir en tête, en particulier, les cardiopathies congénitales et de transposition des gros vaisseaux corrigées par une chirurgie atriale. Ce sont des situations dans lesquelles il peut y avoir des morts subites, en particulier à l'exercice, avec un rôle de la dysfonction ventriculaire, des troubles du rythme à l'étage atrial et puis des troubles de perfusion myocardique. Et donc, on peut effectivement identifier un certain nombre de cardiopathies congénitales qui sont plus à risque de complications à l'exercice et notamment de mort subite. Est-ce qu'on peut connaître les critères qui permettraient de prédire des événements rythmiques ou des morts subites dans les cardiopathies congénitales à l'exercice? On a un certain nombre d'éléments. Voilà un large travail avec des éléments hollandais, canadiens et belges, où on a pu identifier un certain nombre de paramètres prédictifs d'un événement rythmique ou d'une mort subite à l'effort, qui tiennent compte des fonctions des ventricules systémiques ou sous-pulmonaires, et puis d'un certain nombre d'éléments sur le plan rythmique. Et vous voyez que ce travail avait permis de montrer que les critères ne sont pas forcément les mêmes en fonction des différentes cardiopathies congénitales considérées. Alors en pratique, comment on peut faire? On peut se baser déjà sur les recommandations américaines ou européennes pour des anomalies coronaires, des valvulopathies, des aortopathies ou des cardiomyopathies. Pour les cardiopathies congénitales, en général, l'activité physique va devoir être analysée plus finement et il faudra une évaluation individuelle de la cardiopathie elle-même. On va voir ça dans la présentation suivante, mais cette évaluation repose sur l'analyse des fonctions ventriculaires, systémiques et sous-pulmonaires, sur l'analyse de la taille de l'aorte, des troubles du rythme et de la saturation pour avoir une évaluation individuelle. On aboutira in fine à quelque chose qui doit permettre de prendre une décision partagée entre les médecins et les patients eux-mêmes, en fonction du risque que l'on peut identifier. Au final, je voudrais conclure en disant que les événements rythmiques ou les morts subites, les événements graves à l'effort sont plutôt rares dans les cardiopathies congénitales. Le bon sens doit prévaloir, il faut éviter toutes les situations vraiment à risque, faire une évaluation absolument individuelle, prendre une décision partagée, mais quand même, il faut absolument encourager la pratique de l'activité physique dont on a vu tous les bénéfices et qui permet de réduire le risque de mort subite. Je vous remercie. Merci Gilles pour cette belle présentation. En écoutant, j'ai noté qu'il y avait une série allemande que tu avais présentée où il y avait des cardiopathies qui étaient à fort risque de mort subite, notamment les cardiopathies avec hypertension artérielle pulmonaire ou les maladies de Marfan. Et ma question un peu à double tranchant, est-ce qu'il y a des cardiopathies qu'on doit contre-indiquer formellement au sport ou bien certaines cardiopathies au contraire qui sont à faible risque, par exemple le double arc opéré ou le canal artériel, qu'on peut d'emblée dire on autorise au sport même à la compétition?
Alors, merci Karine. Oui, c'est effectivement une très bonne question. Ce qui est certain, c'est que on est à la suite de la présentation de Pascal Amédro et il est évident qu'il y a des bénéfices immenses à la pratique de l'activité physique et que la plupart des patients, enfants ou adultes qui ont des cardiopathies congénitales peuvent pratiquer de l'activité physique et y compris du sport, voire en compétition. Et donc, effectivement, tous ceux qui ont des cardiopathies, alors comme par exemple la canal artérielle, mais tous ceux qui ont des cardiopathies peu sévères ou très bien réparées doivent non seulement pouvoir faire de l'activité physique, mais ils doivent aussi pouvoir faire de l'activité à un très haut niveau, y compris en compétition. Il ne faut pas les freiner. Et donc, il faut à la fois plutôt favoriser, stimuler la pratique de l'activité physique. Il faut absolument pas freiner tous les patients qui peuvent aller faire de la compétition et apprécier toutes les autres situations pour pouvoir faire les propositions les plus adaptées. Pour ceux qui ont des cardiopathies relativement significatives, on peut se baser sur les recommandations qui vont nous donner des éléments précis par rapport à un certain nombre de cardiopathies. Pour d'autres cardiopathies, on va tenir compte, comme je l'ai indiqué, d'un certain nombre de critères. Et il faut toujours prendre en compte l'évaluation individuelle, en particulier à l'effort, de façon à ce qu'on ait toujours un conseil qui soit approprié et ne certainement pas, effectivement, contre-indiquer des pratiques qui sont tout à fait possibles. Merci. Donc, si je pose une question un peu, je dirais, polémique, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, avec un patient avec une cardiopathie spécifique qui rentre en consultation, comme il y a 30 ans, d'emblée faire une contre-indication absolue au sport? Ou est-ce que c'est has-been, ça se fait plus du tout et tout est individuel, on fait le bilan, on évalue toutes ces choses qu'on verra après plus dans les détails? Ou est-ce qu'il y a encore des situations où d'emblée tu dis, voilà, de toute façon là, c'est niet? Je pose cette question polémique pour que les auditeurs qui ont peut-être moins de connaissances se disent, voilà, là, c'est simple et pour tous les autres, je me penche un peu plus. Alors, c'est vraiment, merci beaucoup Daniela, c'est vraiment une excellente question. Il y a un point qui est très important, c'est que de toute façon, tout le monde peut faire de l'activité physique. Même dans les situations les plus sévères, même pour les cardiopathies les plus sévères, on peut toujours faire de l'activité physique. Évidemment, il va falloir choisir un niveau adapté et il ne faut pas sous-estimer la capacité, il ne faut pas freiner trop les patients. On va voir dans la présentation suivante comment faire le bilan et puis on verra dans la dernière présentation comment peut-être les réentraîner et les améliorer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pratiquement, on pourra toujours dire oui, simplement de façon adaptée. Merci beaucoup, Gilles. Et j'en profite donc pour introduire Olivia Domanski qui va maintenant vous présenter justement ce fameux bilan que nous devrions réaliser en consultation pour pouvoir autoriser les patients à faire de la compétition ou éventuellement même des sports d'élite. Olivia, elle est praticienne hospitalière au CHR de Lille et elle s'occupe beaucoup des patients congénitaux adultes et s'intéresse particulièrement aux explorations fonctionnelles et notamment, bien évidemment, l'épreuve cardio-respiratoire. Bonjour à tous, je suis le docteur Olivia Domanski-Châtillon, je suis cardiopédiatre et congénitaliste au CHRU de Lille et je remercie le comité des Journées européennes de m'avoir invité à parler du check-up médical à réaliser avant d'autoriser l'activité physique chez les patients porteurs d'une cardiopathie congénitale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, mon topo se base sur les dernières recommandations européennes de août 2020 qui commencent par redéfinir deux choses, l'activité physique d'un côté et l'exercice physique de l'autre. L'activité physique est définie comme tout mouvement du corps produit par la contraction des muscles squelettiques qui va résulter en une dépense énergétique. L'exercice physique, quant à lui, est une activité physique mais qui est structurée, organisée, répétitive et dont le but est le maintien, voire l'amélioration de l'aptitude physique. On distingue trois types d'exercices physiques. L'exercice physique récréationnel, avec la pratique de plus de 4 heures de sport par semaine. L'exercice compétitif, avec la pratique de plus de 6 heures de sport par semaine. Donc ça, c'est classiquement les collégiens, les lycéens qui font du foot en club avec 2 entraînements la semaine et les matchs en compétition le week-end. Et puis, l'activité physique de type élite, donc les athlètes qui sont professionnels ou qui jouent en national et qui vont pratiquer plus de 10 heures de sport par semaine. Ces 4 définitions sont séparées ici et les recommandations avec le check-up médical avant l'activité physique sont pour le sport de compétition ou les athlètes de type élite, pas du tout pour l'activité physique et le sport récréationnel.
Cette distinction est importante parce que finalement, ces patients-là ne représentent que 1% de nos patients en consultation. Ces recommandations insistent sur le fait que pour toute personne en bonne santé, il faut réaliser un minimum de 150 minutes d'activité physique de type endurance modérée sur 5 jours, c'est-à-dire 2h30 sur 5 jours. Alors, c'est quoi l'endurance en activité? C'est ça, c'est le sport, c'est la course, c'est la marche soutenue type marche nordique ou avec des bâtons, c'est la natation en récréationnel, le vélo en récréationnel qui n'est pas le vélo de route. Parmi nos patients, ceux qui sont à bas risque et à risque modéré peuvent pratiquer une activité récréationnelle sans investigation, sans bilan cardiologique systématique. Pourquoi ces recommandations? Parce qu'on sait que la sédentarité est un facteur de risque cardiovasculaire, qu'il faut tout faire pour que nos patients aient une activité physique régulière et lutter contre cette sédentarité. On passe maintenant au bilan et au check-up médical à réaliser chez les patients souhaitant réaliser une activité en compétition. Ça passe par 3 points, l'évaluation interrogatoire à examen physique, l'évaluation de 5 paramètres au repos et l'évaluation à l'effort. Pour commencer, l'interrogatoire, donc tout ce qu'on fait en consultation, la recherche de symptômes, syncope, essoufflement, douleur thoracique, l'évaluation du stade NYHA, la discussion du type de sport et du niveau de compétition avec le patient, et puis à l'examen physique, la fréquence cardiaque de repos, la pression artérielle de repos, la recherche de signes d'insuffisance cardiaque, l'éventuelle présence d'une cyanose. Deuxième étape, l'évaluation de 5 paramètres de repos. Le premier, c'est la fonction et la structure du ventricule évaluée en échographie, si besoin en IRM ou scanner si le patient n'est pas échogène, pour vérifier la fonction cardiaque, l'absence d'hypertrophie, l'absence de fuite significative au niveau des valves. Deuxième paramètre, la recherche d'une hypertension pulmonaire, facilement à l'écho sur l'IT. En cas d'absence d'échogénicité ou de cardiopathie à risque, on utilise le cathétérisme cardiaque 3. Troisième paramètre, la taille de l'aorte, mesurée en écho. Si le patient n'est pas échogène, on utilise l'IRM ou le scanner. Quatrième paramètre, la recherche d'arythmie par l'ECG de repos, éventuellement le Holter ECG ou le test d'effort. Il faut savoir que la mort subite à l'exercice, c'est 10% des causes de mort subite en cardiopathie congénitale. Vous avez aussi des cardiopathies spécifiques, comme la tétralogie de Fallot, avec des facteurs de risque d'arythmie qui sont maintenant bien connus et bien décrits dans la littérature, comme la cicatrice de ventriculotomie élargie, les QRS à plus de 180 millisecondes, des QRS fragmentés ou un QT long. Cinquième paramètre, l'évaluation de la saturation au repos chez ces patients. Une fois que vous avez fait l'évaluation de ces 5 paramètres au repos, il faut les évaluer à l'effort, préférentiellement en utilisant l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, si on n'y a pas accès, l'épreuve d'effort standard. L'épreuve d'effort cardio-respiratoire va nous permettre d'avoir le pic de VO2, qui, vous le savez, est un très bon prédicteur de morbimortalité dans ces cardiopathies-là. D'avoir la fréquence cardiaque de réserve, l'insuffisance chronotrope à l'effort et de mauvais pronostics dans les cardiopathies cyanogènes. D'avoir la pente de VE sur VCO2 et le pouls d'O2 pour savoir s'il y a une limitation cardiologique à l'effort réalisé par le patient. La recherche d'arythmie, le fait de détecter de l'arythmie à l'effort est un facteur de risque qui va multiplier le risque de mort subite chez ces patients-là par 6,6. La recherche d'une ischémie, la recherche d'une désaturation éventuellement à l'effort sur la réouverture d'un shunt, l'absence d'élévation tensionnelle à plus de 25 mm de mercure qui est un facteur de mauvais pronostic chez nos patients. Une fois que vous avez fait ces 3 évaluations, interrogatoire, exercice physique, examen physique, 5 paramètres de repos, évaluation à l'effort, vous allez pouvoir ranger votre patient dans 3 cases. La première case, c'est la case verte où le patient n'a pas de dysfonction cardiaque, pas d'hypertrophie sévère, pas de fuite importante des valves, pas d'hypertension pulmonaire, pas de dilatation de l'aorte ascendante, pas d'arythmie avec moins de 500 ESV par 24 heures qui ne s'aggravent pas à l'effort, pas de désaturation. Votre patient est dans le vert, il peut pratiquer tous les sports de compétition qu'il veut sans restriction. À l'inverse, le patient qui est dans le rouge avec une dysfonction VG sévère, une hypertrophie sévère à plus de 130 grammes par mètre carré chez l'homme, un obstacle sévère à la sortie du ventricule droit ou du ventricule gauche, une HTAP avec une dysfonction ventriculaire droite ou une dilatation du ventricule droit, une aorte dilatée à plus de 50 mm ou d'indication chirurgicale, l'apparition de troubles du rythme à l'effort ou d'une désaturation à moins de 90%. Votre patient a un seul de ces paramètres, il ne va pas pouvoir pratiquer de sport de compétition. Qu'il puisse avoir néanmoins une activité récréative, ça c'est possible en fonction du type de cardiopathie. Et enfin, le patient qui va être dans la case intermédiaire, jaune ou marron,
qui a une hypertension pulmonaire mais qui a un VD adapté, qui a une dilatation modérée de l'aorte mais pas encore d'indication chirurgicale, qui fait des ESV ou des doublets mais pas de salle de TVNS à l'effort, qui a une saturation basse mais qui reste au-delà de 90%, et ben en fonction de s'il est dans la colonne jaune ou marron, on va pouvoir lui proposer, s'il est dans le marron, uniquement les sports d'habileté, tennis de table, tir, golf, ou s'il est dans la case jaune, et ben le reste des sports en compétition sans souci, en excluant les sports d'endurance en compétition que sont le biathlon, le triathlon, le cyclisme sur route. Pour terminer, lorsque vous avez autorisé l'activité de compétition chez ces malades, il faut bien sûr les réévaluer à 6-12 mois, vérifier qu'il n'y a pas de symptômes qui sont apparus ou qu'il n'y a pas de dégradation de la cardiopathie avec l'activité de compétition. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Olivia, pour cette très belle présentation qui était très claire. Je pense qu'il est très rassurant à se dire que finalement, tout ça, ça concerne que 1% de nos patients. Et je pense que tout le monde ici va retenir aujourd'hui ce chiffre qui était, à mon avis, un des chiffres clés de ta présentation. J'ai quand même quelques petites questions pour ton sujet. J'aimerais bien que tu nous précises, ou plutôt pour nos auditeurs qui ont peut-être moins que toi les recommandations en tête, quelles sont ces catégories à risque faibles et moyens que tu as mentionnées tout au début de ta présentation? Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques cardiopathies types justement qui rentrent dedans pour que les gens s'y visualisent un tout petit peu ces patients pour lesquels il n'y a aucun bilan particulier à effectuer avant d'autoriser le sport que tu avais mentionné au début? Et puis, de l'autre versant, est-ce que pour les patients à risque élevé, est-ce que pour tous ceux qui donc sont considérés d'emblée plus à risque, est-ce que ils ont besoin de faire un bilan complet, comme tu nous l'as expliqué aussi, s'ils veulent faire du sport de loisir ou même des activités, je dirais, 2-3 heures par semaine, ou est-ce que à ce moment-là, on fait d'autres choses? Parce que tu n'as pas trop abordé ce sujet, donc je me suis dit, ces précisions qui sortent un peu de la présentation seront peut-être intéressantes pour nos chers auditeurs. Merci pour ta question, Daniela, tes questions. J'avais essayé d'éclaircir un peu parce que ce qui ressort des recommandations, c'est en effet une prise en charge individuelle par cardiopathie. Moi, quand j'ai lu ces recommandations, j'étais très rassurée en me disant il faut encourager tout le monde, ce que disait Gilles tout à l'heure, à avoir une activité physique et même un exercice physique récréationnel qui est défini comme jusqu'à 6 heures par semaine. Donc ça ne nécessite pas de bilan, et ça, je le redis, chez des patients qui peuvent avoir une cardiopathie suivie et qui sont asymptomatiques, l'activité récréationnelle ne nécessite pas de bilan. Et après, quand on a des cardiopathies, tout le bilan, c'est finalement le bilan qu'on fait simplement en consultation. Moi, j'avoue qu'il y avait 2 petites choses qui m'avaient un peu étonnée. Des patients qui ont des fonctions VG pas tout à fait normales, entre 45-50%, on commence à les limiter, alors que finalement, ils sont tout à fait accessibles à des activités sportives de compétition comme le football, le basketball, le handball, un peu les questions qu'on a pratico-pratiques chez nos jeunes adolescents. L'HTAP, c'est pareil, c'est une pathologie qui fait souvent peur. Et on voit dans les recommandations que quand on a une HTAP modérée, ou en tout cas une vraie HTAP, mais qu'on a un ventricule droit qui est adapté, qui n'est pas dilaté et pas dysfonctionnant, on peut faire du football, même du football de compétition avec des matchs le week-end. Voilà, moi c'était des choses simples que je voulais que les gens retiennent. Bien sûr, la catégorie rouge que j'ai mis à la fin, ça je pense que tout le monde est d'accord. Quand on a une altération sévère de la fonction cardiaque ou des sténoses très sévères à la sortie du ventricule droit ou du ventricule gauche, là on va contre-indiquer le sport de compétition, mais ça veut dire qu'il faut quand même les encourager à avoir une activité physique régulière d'endurance de leur choix, de marche, vélo, marche un peu soutenue, même natation quand les piscines réouvriront. Merci beaucoup, Olivia. Je pense que ça aide. Merci, Olivia. On va donc enchaîner sur la dernière présentation par le docteur Sophie Guillemont, de Montpellier, et quelle est la place du réentraînement au sport? Je remercie le comité scientifique de m'avoir donné cette présentation sur la place de l'exercice dans les cardiopathies congénitales. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Pourquoi ce réentraînement ne serait-il pas à la première place? Puisque les bénéfices de l'exercice améliorent notre santé physique et mentale, puisque les programmes de réadaptation ont une efficacité prouvée en cardiologie adulte, parfois même plus que d'autres thérapeutiques, et surtout puisque le cercle vicieux du déconditionnement décrit dans nos pathologies chroniques
existe chez nos patients, quelle que soit la sévérité de la cardiopathie. Nous avons pu montrer dans une population pédiatrique une diminution de la VO2 max, ceci à partir de l'âge de 12 ans par rapport à une population contrôle de l'ordre de 0,84 ml/min par an. Ainsi, 27% de nos patients seraient déconditionnés avec un seuil ventilatoire inférieur à 55%, une VO2 abaissée et une pente VEV-CO2 normale. Que dit la littérature? Le réentraînement, c'est faisable, c'est intéressant et sans risque significatif. C'est le constat de Dupen, la première revue de la littérature en 2013, sur 31 études sur 30 ans. Mais les populations sont hétérogènes, limitées, peu contrôlées, non randomisées. Les protocoles sont trop variés, ainsi que les critères de jugement. Peu de structures spécialisées, peu de personnel formé, pas d'études françaises. Les 2 dernières revues de la littérature rapportent peu de progression, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, quelques essais randomisés à faible effectif et sur un suivi restreint. Tout ceci est confirmé par la très belle Cochrane 2020 qui retiennent 15 essais randomisés contrôlés avec un faible effet sur la VO2 max et l'activité physique, peu d'études et peu d'effets sur la qualité de vie. Si ces résultats sont prometteurs, des essais randomisés contrôlés de qualité avec un suivi allongé restent nécessaires. Pour de nouveaux modèles, arrêtons-nous sur une analyse qualitative d'une étude norvégienne dans un centre de réadaptation. La réussite d'un programme doit découler des interactions entre les 3 éléments analysés, le contexte, les mécanismes et les objectifs. Ce qui compte finalement pour les familles, c'est bien sûr l'innocuité du programme et l'efficacité, mais ce qui fait que ça marche, c'est d'une part la qualité de l'équipe professionnelle en termes d'éducation pour les parents, en termes de relations pour les enfants, d'autre part l'émulation et la socialisation. Pour nos nouvelles pistes à améliorer, je dirais un mot des composants de l'exercice. Un exercice en aérobie se fait au mieux au seuil ventilatoire. Le modèle d'exercice continu peut être adapté avec des intervalles training de durée intermédiaire pour favoriser l'adhésion de nos patients les plus déconditionnés, car moins sécréteurs de lactate. Ce qui reste essentiel, c'est la progression de l'exercice en termes de durée et d'intensité, avec un encouragement bien sûr à favoriser l'activité physique en complément des séances supervisées. Et c'est là que l'expérience, la formation de nos professionnels de santé prend toute son importance. C'est l'enseignant d'activité physique adaptée qui garantit le succès du programme en adaptant celui-ci à chaque patient, en proposant des activités physiques adaptées et ludiques, garantissant l'adhésion de nos patients. Et doit bien sûr être entouré de toute une équipe pluridisciplinaire. Si nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation des coronariens, avec 20% de patients qui bénéficient des programmes de réadaptation, il nous faut développer les programmes à domicile. Qu'en est-il dans notre population CHD? L'innocuité et l'efficacité a pu être montrée, que ce soit dans l'essai hollandais ou dans la revue allemande, sur l'augmentation des capacités physiques. Cependant, la compliance reste un défi majeur avec, d'une part, peu de supervision et toujours indirecte et peu d'éducation thérapeutique, ce qui se traduit finalement par l'absence d'effet sur la qualité de vie. Un mot sur l'expérience la plus récente, celle de Boston, longuement réfléchie, redéfinissant les objectifs. Il change même la terminologie. Il ne s'agit plus de programme de réhabilitation, mais de remise en forme. Leur point fort, c'est un programme individualisé, plusieurs champs d'action, un personnel formé, un recueil informatisé efficient et surtout des nouveaux outils, des outils modernes avec des vidéos d'encouragement, de motivation, des supports d'exercice, un manuel d'auto-apprentissage. Ce qui leur manque, c'est le relais à domicile et l'absence de protocole de recherche.
Je vous présenterai notre essai en cours, CaliRehab, visant à évaluer l'impact d'un programme mixte sur la qualité de vie des adolescents et des adultes porteurs de cardiopathie congénitale. Il s'agit d'un PHRC interrégional. Le programme mis en place en centre, se déroulant sur 12 semaines, avec 2 séances d'éducation supervisées par un enseignant d'activité physique à domicile par semaine. Et c'est là toute notre force. Nous en sommes à 130 inclusions pour 143 prévues. Notre dernier né, Cali Neuro Rehab Kid, associant une réhabilitation cardiologique sur le modèle de CaliRehab à un entraînement neurocognitif supervisé et déjà expérimenté par Johanna Calderon et s'adressant à des enfants plus jeunes. Vous comprendrez, après tout ce que je vous ai dit, que nous avons choisi comme critère de jugement la qualité de vie. Je vous remercie de votre attention. Donc, merci pour cette très belle présentation. Vous avez beaucoup insisté sur la compliance des patients et la qualité des enseignants pour le sport, pour ce réentraînement. Et on connaît donc le PHRC CaliRehab. J'aurais une petite question sur la deuxième étude qui est actuellement en cours, Cali Neuro Rehab Kid, notamment sur les critères qui permettent de réentraînement neurocognitif, avoir un petit peu plus de précision. Alors, c'est un enseignement neurologique qui a déjà été pratiqué par Johanna Calderon à Harvard et qui s'appuie sur un logiciel qui s'appelle CogMed et qui comporte un apprentissage des familles et de l'enfant et qui s'adresse à des enfants plus jeunes. Donc, en fait, les critères d'inclusion, ils sont très larges. C'est un enfant qui est porteur d'une cardiopathie congénitale, mais il n'y a pas de sélection en termes de VO2 ou de difficultés neurologiques. Et c'est un entraînement qui se fait à domicile après apprentissage de la famille. D'accord, merci. Daniela, est-ce que tu as une question supplémentaire ? Sophie, tu pourras peut-être nous dire, vu que CaliRehab, vous avez maintenant quasiment atteint le nombre d'inclusions, comme tu le disais très justement, est-ce qu'il y a déjà une tendance en termes de résultats ou est-ce que c'est encore secret où vous avez fait une analyse intermédiaire éventuellement pour nous dire est-ce que votre étude finalement va changer la face de la littérature où tu disais pour l'instant les données étaient contradictoires, la qualité de vie, etc. C'était plus ou moins finalement positivement impacté de ce réentraînement. Est-ce que vous arrivez à le montrer, vous pensez, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour poser cette question ? Il n'est jamais trop tôt pour poser cette question. Nous n'avons pas de réelle analyse intermédiaire. Notre impression clinique, c'est que ça marche sur la capacité physique juste après la phase de réentraînement, comme les études qui l'ont montré dans les diverses méta-analyses ou revues de la littérature, et que le résultat n'est peut-être pas pérenne sur les capacités physiques à 1 an. Sur l'amélioration de la qualité de vie, le témoignage des patients qu'on a, on espère toujours pouvoir montrer que ça marche, oui. Et c'est là qu'on retrouve l'intérêt d'une vraie supervision et d'un vrai relais à domicile par un enseignant d'activité physique adaptée. Merci. On va donc conclure cette session. On a tous bien compris qu'en fait, il fallait faire une promotion de l'activité physique, que contrairement à quelques années où on avait plutôt tendance à contre-indiquer, aujourd'hui, au contraire, il faut inciter au sport, en tout cas à l'activité sportive, ça permettait d'améliorer la qualité de vie et la capacité fonctionnelle. On a bien compris également que cela passait par une éducation forte, à la fois des enfants et des parents, mais également des cardiologues qui doivent maintenant prescrire cette activité physique et puis d'une équipe compétente pour cette activité. Et puis, comme l'ont montré Olivia Domanski et Gilles Bosser, il fallait bien sûr qu'il y ait une évaluation des patients et que cette évaluation passait par une évaluation individuelle.
Merci à tous les orateurs pour cette très belle session. Je pense qu'il nous a tous beaucoup appris. Merci beaucoup.